Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner In Cyber by FIC. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne sur Livestorm. N'hésitez pas à réagir, commenter, participer dans l'onglet qui s'appelle Chat. Et n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions sur l'onglet qui s'appelle Questions. On essaiera de prendre un petit peu de temps à la fin de la séance pour y répondre. Alors, comme vous le savez, cette séance aujourd'hui est dédiée au Cyber Resilience Act, une proposition de loi européenne déposée par la Commission et qui a vocation assez largement à rehausser le niveau de cybersécurité de certains produits qui sont mis sur le marché européen, mais également d'apporter plus de transparence aux utilisateurs sur le niveau de cybersécurité des produits qu'ils achètent et qu'ils utilisent. Et également, on le verra, plus de sécurité juridique pour les fabricants de ces produits. Alors le texte, donc c'est une proposition pour l'instant, il fait l'objet en ce moment d'une seconde, je crois, phase de consultation auprès de l'industrie, des associations professionnelles, mais aussi d'organisations de la société civile, notamment pour donner leur avis et leurs observations sur ce texte. Et effectivement, l'étude de ces commentaires montre que le texte a encore besoin d'être un petit peu affiné, complété, peut-être un petit peu modifié pour convenir au plus grand nombre, si ce n'est à tout le monde. Alors, que doit-on attendre du Cyber Resilience Act? Quels sont ses objectifs? Quels sont les outils et les moyens mis à disposition ou déployés pour permettre d'atteindre ces objectifs? Est-ce que finalement, utilisateurs, fabricants et plus globalement le marché européen vont s'y retrouver et en bénéficier? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui et dont on va discuter avec donc nos trois intervenants. Raphaël Marichès, vous êtes CSO et Cyber Security Digital Transformation Advisor chez Palo Alto. Victor Vuillard, vous êtes CSO et CTO Cyber Security chez Parrot. Et Pancho Stanchev, donc vous représentez la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication. Et vous êtes sinon CSO chez Schneider Electric. Donc merci à tous les trois. On va donc commencer cette séquence sur le Cyber Security Act. Et la première question que je voulais vous poser, peut-être Victor, on va commencer par vous. Quand on pense CRA, on pense tout de suite IoT, objets connectés. Concrètement, quels sont les produits couverts par le CRA et quelles sont ensuite, on verra, les obligations, les exigences auxquelles ils sont soumis? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est à peu près tout qui est concerné par le CRA. Bon, c'est vrai qu'en tant que constructeur de drones, on le sera, mais ce que dit aujourd'hui le Cyber Resilience Act, c'est que sont soumis tous les logiciels et matériels contenant du numérique de manière générale. Et après, il y a différentes classes d'équipements. Et les classes d'équipements, c'est bon, le tout venant, entre guillemets, à peu près 90% des équipements. Et après, il y a deux classes particulières qui sont soumises à des processus de validation qui seront renforcés. Et en particulier, dans la première classe, là aussi, ça va être très large, hein, il y a la partie composants matériels. Donc, sont cités en particulier des microprocesseurs, des microcontrôleurs, des FPGA ou des équipements finaux. C'est là où on voit aussi il y a un mix entre ce que j'intègre dans un produit et ce qu'est le produit. Et par exemple, équipements finaux, on va trouver des pare-feux, des équipements de sécurité. Et dans la classe 2, on va trouver à peu près la même chose, plus des équipements vraiment crypto, donc typiquement des HSM, Secure Element. On va trouver des équipements qui correspondent aux deux premières classes, mais qui seront pour certains usages. Par exemple, utilisés dans les infrastructures industrielles, en particulier pour les infrastructures critiques. Donc, c'est vraiment très large. Ça peut être une montre connectée, un drone, un automate dans une infrastructure industrielle. Donc, c'est vraiment très large. Merci. Alors Pencho, peut-être, je crois que la FIEC avait justement émis peut-être pas des réserves, mais en tout cas des observations sur ce terme de critique, justement. Tout d'abord, notre organisation, la FIEC, c'est la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, qui représente 2000 entreprises qui emploient 430 000 personnes en France et qui réalise un chiffre d'affaires de 109 milliards d'euros sur le territoire national, dont environ destinés à l'export. Nous félicitons cette initiative de Cyber Resilience Act qui vise à mettre en place un cadre horizontal
de normes communes de cybersécurité pour tous les produits numériques et connectés. Finalement, ce qu'on peut dire dans le texte est que seuls les fabricants de produits sont confrontés à des exigences spécifiques. Ils doivent respecter ces exigences lors de la conception, du design et de la fabrication de ces produits à un niveau défini comme adéquat, c'est-à-dire après une analyse du risque adéquate et assurer ce niveau tout au long du cycle de vie des produits. Pour la première fois, le cycle de vie fait partie des exigences, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Après cela, ils sont obligés également de procéder à des analyses de conformité de ces produits selon ces exigences spécifiques. Mais ce qui est, si on se met dans un cadre concret, il y a des possibilités, les autorités européennes se réservent la possibilité de rendre une certification obligatoire pour les produits critiques définis dans les classes 1 ou 2. Et dans ce cadre-là, finalement, ce que nous voyons est que tous les produits industriels vont rentrer dans cette obligation de certification. C'est juste ce point-là qu'il faut discuter. Sinon, pour le reste, on peut souligner deux mérites de Cyber Resilience Act. Le premier, que par cette législation horizontale, il y aura une très forte élévation du niveau global de cybersécurité qui sera mise en place de manière immédiate. Et le deuxième est que, selon leur estimation, 90% des produits sont considérés comme produits génériques de cybersécurité pour lesquels une auto-évaluation et autodéclaration de conformité est possible. Merci, justement, on y reviendra sur cette question d'autodéclaration. Vous vouliez rajouter quelque chose et puis après, Raphaël. Oui, c'est vrai, c'est aussi très lié au marquage CE des produits. Et ce marquage peut également concerner des logiciels, pas forcément un produit physique. Oui, merci. Je compléterai le paysage des acteurs concernés, les fabricants, tu as raison, Pencho, mais aussi finalement les distributeurs en Europe. Parce que bon, dans le cas, par exemple, d'un éditeur de logiciels comme nous, américains, mais implantés dans tous les continents, on passe aussi par des distributeurs, des intégrateurs. Et si je prends des fabricants de matériel, pour le coup, vous allez passer par des assembliers qui vont ensuite distribuer les produits sur le marché unique européen. Donc, Victor, tu parlais de la marque CE, c'est bien ce cadre-là dont il s'agit. Donc, le régulateur du marché unique européen, donc chez nous, ça va être la DGCCRF et les douanes aussi qui vont être leur bras armés, vont s'intéresser au réseau de distribution en Europe. Donc, par transitivité, ça touche bien d'autres familles d'acteurs que les fabricants. Et moi, je prends l'exemple souvent pour expliquer le Cyber Resilience Act du lave-linge. Dans le lave-linge, quand vous achetez un matériel, vous avez un marquage CE sur la caisse, en gros, sur le contour. Mais les composants qui sont à l'intérieur, vous ne les connaissez pas en tant que consommateur final. Et ces composants qui sont à l'intérieur sont des composants d'autres marques, d'autres fabricants, qui sont souvent des fabricants d'ailleurs non européens, mais qui devront quand même, par transitivité, et c'est là qu'on va parler de supply chain, et on va faire la même chose dans le logiciel, qui vont quand même devoir se conformer à des exigences, sur lesquelles je pense qu'on reviendra après. Et en tant que consommateur, ça vous donne une confiance, ce marquage CE, parce que par transitivité, celui qui vous vend, celui qui distribue en Europe le produit, là on va parler de produits numériques, aura dû vérifier a priori que l'ensemble des composants qui sont dedans répondent aux mêmes prérequis, aux mêmes critères qui sont dans le Cyber Resilience Act. Donc ça compte, finalement, ça concerne beaucoup d'acteurs. Et moi, j'ai été surpris il y a quelques semaines, quelques mois, discutant avec quelques-uns de mes clients industriels, gros industriels en Europe. Je leur dis, tu vois, le Cyber Resilience Act est en train d'arriver. Et mon interlocuteur me répond, on n'est pas concerné. Je dis, t'es sûr ? Demain, tu es en train d'assembler, de distribuer sur le marché européen, notamment dans le secteur de la défense, par exemple, ou industriel, des produits qui vont de plus en plus
être numérisé et connecté. Il y a quand même un critère important pour savoir si on est concerné ou pas, c'est la notion de produit connecté. Un produit qui fait un peu du numérique, mais genre une montre classique, n'est pas concerné. Mais dès lors qu'il y a une connexion à distance, on va être concerné. Aujourd'hui, je ne vois pas un système industriel demain qui va tirer profit du numérique pour ne serait-ce que des questions de gestion de la maintenance, des questions de gestion de l'obsolescence, de remplacement, de maintenance prédictive. Ces produits vont être connectés. Et je pense que c'est un appel que je fais aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs industriels aujourd'hui en Europe ne se rendent pas compte encore à quel point ça va les concerner. Et ça va concerner bien sûr leurs sous-traitants. Oui. Oui, c'est vrai que sur toute la chaîne, c'est important de voir les rôles et responsabilités de chacun. Et si on parle par exemple des distributeurs, c'est vrai qu'il peut y avoir des subtilités assez fines. Quand on demande à un constructeur de gérer des vulnérabilités et d'assurer un support sécurité pendant un certain nombre d'années après que l'utilisateur ait acheté le produit, ça veut dire que moi, en tant qu'industriel, je crée mon produit à un temps T. Mon produit va avoir une durée de vie, c'est-à-dire que je vais le vendre, je sais pas, pour un drone, mettons 3-4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai des distributeurs qui ont continué à m'acheter ces produits, qui en ont en stock, qui vont continuer à le distribuer pendant potentiellement encore une paire d'années. Et au bout de 4 ans de ma vie de produit, plus 2 ans de stock du fournisseur, au bout de 6 ans, j'ai un client final qui va l'acheter. C'est à partir de ce moment-là où le décompte commence. Donc, ça veut dire que si on dit, par exemple, que les avis de sécurité doivent être produits pendant, mettons, 5 ans après l'achat du produit, qu'on doit fournir des correctifs, ce n'est pas 5 ans après la sortie du produit. Potentiellement, c'est 11 ans, 15 ou 15 ans. Oui, parce que ça, justement, c'est une des exigences du CERA, c'est de pouvoir ensuite, il y a ces 5 ans. Et juste là, les distributeurs ont aussi leurs responsabilités. Quand ils vont vendre un produit sur le marché, il faudra que dans leur contrat de distribution, ils aient négocié avec le fournisseur qu'effectivement, il y ait ces supports de sécurité. Finalement, la cybersécurité d'une installation est un résultat d'une chaîne complète de valeurs de cybersécurité. Il n'y a pas que le fabricant du produit, il y a après le système intégrateur et l'exploitant, l'opérateur du système qui doivent être compétents, qui doivent pouvoir procéder à une analyse du risque et mettre en place des mesures adéquates pour la protection de l'installation. Ça ne sert à rien de faire des correctifs de vulnérabilité et en permanence de mettre en place des patchs si très peu de produits utilisés sont mis à jour finalement. C'est surtout de cette chaîne de valeur que je parlais également et qui n'est pas encore visible dans les documents de référence européens à ce jour. Et alors, justement, ça, c'est l'assurer le niveau tout au long du cycle de vie, c'est une des grandes exigences de CERA. Quelles sont les autres grandes obligations qui se distinguent un petit peu de ce qui existait précédemment et qui pourraient justement permettre de faire ce pas vers plus de cybersécurité des produits sur le marché européen? Il y a beaucoup de bon sens et de généralité dans le CRA. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va demander d'avoir du cyber security by design, ce qui, soit dit en passant, est déjà aussi un peu demandé par le RGPD, par d'autres réglementations. On va demander effectivement d'avoir des analyses de risque, d'afficher les vulnérabilités et de savoir au moment où on sort le produit, où on le vend, s'il y a des vulnérabilités présentes dans les composants matériels ou logiciels qu'on intègre. Donc ça rejoint aussi toute cette question de supply chain dont tu parlais, Raphaël. Ça veut dire qu'en tant que constructeur, on se doit d'avoir une vision très fine et une maîtrise de tout ce qu'on intègre. Bon, c'est très implicite jusqu'à présent. Beaucoup le demandent, mais très peu le font vraiment de manière très efficace. Je vous donne juste un exemple, côté Parrot, ça fait maintenant quelques temps où quand on construit un firmware de drone, ce micro-logiciel se base sur une partie open source,
intègre des développements internes, intègre des développements tiers, en particulier des drivers ou différents composants de fournisseurs. Et forcément, hein, ça fait des centaines ou milliers de composants uniques. Tous les jours, quand on crée un nouveau firmware, enfin, en particulier pour des besoins de tests internes, pour tester tous nos logiciels et développements internes, on va scanner chacun de ces composants pour voir s'il y a un CVE, enfin un avis de sécurité publié sur ce composant-là, et être capable de dire, voilà, sur mon firmware de produit, j'ai tel et tel problème qui est sorti parce que dans le noyau Linux, dans tel bootloader, dans curl, dans zlib, dans je sais pas quoi, j'ai une vulnérabilité qui a été publiée. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément cette maturité cyber, mais aussi maturité juste en matière de maîtrise de qu'est-ce qui est en matière de logiciel intégré dans leurs produits. Quand on achète un OS orienté robotique, IoT, qui est déjà un peu tout fait, quand on a certains fournisseurs de logiciels qui eux-mêmes donnent un résultat fini sans dire précisément quelle est la... On voit parfois le concept de SBOM arriver, dans le Software Bill of Material. Donc en gros, moi, quand je fais un drone, j'ai effectivement une liste de matériel. J'ai telle puce, tel composant, etc., etc. Et quand je produis physiquement mon drone, j'ai cette liste de matériel et on voit le pendant arriver côté logiciel et être capable de dire, vraiment très granulaire, je suis capable d'aller dans ce niveau de détail. Donc ça, c'est quand même une grosse contrainte. Donc le CRA impose toutes ces gestions avec sécurité par design, configuration par design, gestion des vulnérabilités, à la conception du produit, mais durant sa vie. Et ensuite, en fonction des niveaux de classe de produit, il y a des process de vérification. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le process peut être plutôt léger. Enfin, j'allais dire très léger, mais quand on se tape des dossiers de dizaines ou centaines de pages, ça n'est pas forcément, parce que chaque exigence, il faut expliquer comment on y répond. Et ça, c'est la partie autodéclarative pour 90% des produits. Et après, pour les deux classes suivantes, il y a une partie de vérification par un tiers ou pour la première classe et ou, enfin c'est pas très clair, d'application d'une norme de sécurité. Et on voit que déjà dans d'autres directives de l'Union européenne, hein, comme par exemple la partie Radio Equipment Directive, introduisait déjà ce concept d'appliquer pour ces équipements communiquant des normes de sécurité, comme celle qui est a priori choisie serait l'ETSI EN 303-645, ou côté industriel, l'équivalent avec l'IEC 62645, c'est souvent très, très lié. Et ça, finalement, c'est un tiroir. C'est-à-dire que si on fait partie de la classe de composants, non seulement on doit appliquer tout ce que demande le CRA, mais en plus, on devra, pour répondre à l'exigence de certification, entre guillemets, de l'ensemble de ce qui est demandé dans telle ou telle norme, ce qui reste encore mouvant aujourd'hui. Ce n'est pas des choses complètement adoptées. Merci. Raphaël, je crois que vous vouliez compléter. Oui, alors, cette notion de supply chain et de software bill of material logiciel, pour le coup, c'est vrai que ça va faire changer un peu les comportements. Tu disais des entreprises et des éditeurs qui n'ont pas la maturité. Il y en a qui n'ont pas envie de le faire aujourd'hui. On va les forcer à le faire avec ça. Mais ce n'est pas non plus nouveau, au sens où ce n'est pas inédit dans le monde, ce type de demande. Par contre, ça répond à une tendance, pour le coup, récente, qui a été portée à la connaissance ou portée à l'attention des autorités publiques, notamment depuis 2 ans, avec la problématique des rançongiciels, et notamment des rançongiciels qui touchent les supply chains logicielles, ou des attaques en général qui touchent les supply chains. La première, enfin, c'est pas la première de l'histoire, mais celle qui a vraiment été très impactante sur les politiques publiques, c'est SolarWinds, surtout aux États-Unis, c'est vrai, ou dans les milieux plus anglophones, puisqu'il y avait beaucoup de fournisseurs anglophones de logiciels qui ont été touchés, pas eux directement, mais parce qu'ils avaient intégré des composants qui ont fait l'objet d'une attaque. Donc ça, c'était octobre 2020. On a vraiment compris en décembre 2020 ce qui se passait. Mars 2021, donc c'est assez rapide, mais je pense que l'administration américaine avait déjà un peu anticipé, mais en tout cas, ça a précipité la publication d'un décret présidentiel, d'un executive order de Biden sur le renforcement de la cybersécurité de la nation, donc aux États-Unis. Moi, je pense que le Cyber Resilience Act, c'est
C'est pas la même forme juridique parce qu'on va plutôt travailler sur le marquage CE comme prérequis à la distribution de produits sur le marché unique européen. C'est pas la même forme juridique. Par contre, ça répond à la même problématique initiale de cybersécurité, on va dire de résilience globale du tissu sociétal, de la société, c'est-à-dire soit des consommateurs finaux, soit des services publics. Donc lié à ce risque systémique et à ce risque d'élasticité, de passage à l'échelle lié aux attaques par supply chain logicielle. Donc mars 2021, cet executive order de Biden qui demande notamment à l'agence fédérale américaine, le NIST, de publier des bonnes pratiques techniques, plutôt techniques pour le coup, sur la sécurité dans la supply chain logicielle, donc notamment le Secure Software Development Framework qui a été publié quelques mois après. C'était la demande qui avait été demandée par Biden à ses services. C'est une compilation de bonnes pratiques. Tu as cité le SBOM et on le retrouve dedans. C'est pour ça que ce n'est pas une nouveauté, mais de part et d'autre de l'Atlantique, on voit cette tendance depuis un an et demi, qui répond à une vraie problématique que tout le monde expérimente malheureusement aujourd'hui sur les attaques par supply chain. Nous, en Europe, on a connu, alors c'était moins médiatisé, mais j'en parlais au FIC, justement, la dernière édition, à l'automne dernier, où on était sur une table ronde justement sur la supply chain dans le milieu industriel, sur les mêmes sujets, il y a 6 mois. Donc, ce n'est pas complètement nouveau. C'était, pour le coup, un éditeur de logiciels qui fournit des réseaux de librairies en Europe, pas qu'en France, mais en Europe. L'éditeur était français. Bon. Il s'est fait avoir par un rançon logiciel. Ça a mis en croix, en carafe, un grand nombre de réseaux de librairies en Europe. Donc, il y a cette notion de résilience parce qu'il y a cette notion de risque systémique et de propagation à cause de la supply chain. Donc, ce n'est pas complètement inédit. C'est 2 approches juridiques différentes, mais ça répond finalement à la même volonté sociétale qui est d'avoir un environnement plus simple pour pouvoir développer des produits numériques. Et alors justement, vous parlez du NIST. Comment est-ce qu'on peut être sûr que les deux cadres réglementaires, ou en tout cas de bonnes pratiques, vont être un peu raccords et qu'il n'y aura pas de contradiction, qu'il n'y en a pas une qui soit plus faible que l'autre? Déjà, le NIST, alors c'est là où la force des groupes de normalisation, des groupes de travail est très forte, et c'est là où je suis toujours assez fier de voir des Chief Cyber Security Officer ou des RSSI en français, d'entreprises françaises, qui vont dans les groupes de travail et un peu déçus quand ils n'y vont pas. Mais c'est là qu'il faut qu'on soit présents, on soit tous présents. Parce que déjà, le travail du NIST, ça a été une compilation de plusieurs bonnes pratiques, y compris des propositions que Palo Alto Networks a émises auprès du NIST et que le NIST a accueilli, des choses qu'on ne va pas forcément d'ailleurs voir dans le Cyber Resilience Act. Donc, par exemple, le scan en continu depuis Internet de la surface d'exposition en termes de découverte de vulnérabilité. On parle de produits connectés là, donc si on est sur Internet et qu'à un moment donné, du jour au lendemain, on voit apparaître une nouvelle interface d'administration qui est exposée sur Internet, il faut se poser des questions très rapidement. Ça, c'est des choses qu'on a poussées, par exemple, qui ont été retenues par le NIST, qui sont peut-être d'un niveau de détail un peu trop fin pour le Cyber Resilience Act. Ce qui va compter, c'est opérationnellement comment est-ce que les autorités nationales ou européennes vont définir les bonnes pratiques pour dire ce qui est conforme ou pas au Cyber Resilience Act. Le Cyber Resilience Act, c'est surtout un cadre aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas d'orthogonalité entre les deux. Ils ne se placent pas au même plan entre les référentiels techniques et la projet de directive européenne. Et après, c'est dans l'implémentation, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'on va s'aligner. Oui, il y a une différence fondamentale entre les approches. C'est que côté européen, on a souvent cette vision assez large et parfois un peu floue de dire security by design, gérer les vulnérabilités, faites des analyses de risque, alors que le NIST est souvent très directif. Très directif. Alors, on a certaines normes du NIST qui vont dire, pour le chiffrement ou la signature numérique de tel type, c'est tel algo, tel type de clé, tel paramètre de domaine pour des courbes elliptiques, etc. Vraiment être très précis. Pour certaines mesures de sécurité, là aussi, ils vont être très directifs en décrivant ce qu'on doit faire et parfois comment on doit le faire. On observe parfois un peu la même chose, en particulier en France, quand on voit l'évolution. Alors ça fait maintenant un petit moment, mais on avait cette approche très analyse de risque, en particulier avec EBIOS,
Et une fois qu'on avait notre féroce de 400 pages, on se rendait compte que le produit était pas forcément, enfin, le produit ou le système d'information n'était pas forcément beaucoup plus sécurisé. Et l'ANSSI, entre-temps, a sorti un guide d'hygiène, entre guillemets, qui dit, bon, bah, ok, c'est bien de faire des super analyses de risque de plusieurs centaines de pages, mais appliquons au moins la base avec un certain nombre de mesures pour dire les mots de passe, le chiffrement des données, etc. Comment est-ce qu'on doit procéder. Aujourd'hui, ce qui manque un petit peu dans le Cyber Resilience Act, c'est justement ce côté directif, mais qu'on ne peut pas non plus retrouver, et on l'a vu, le type de produit est tellement large que c'est impossible, d'un point de vue réglementation, de dire je vais appliquer la même chose pour un Secure Element, pour un FPGA, sans vraiment décrire d'ailleurs ce qu'il doit faire, pour un drone ou pour une montre connectée, ou pour un pare-feu. Si on continue sur les exigences auxquelles sont soumis les fabricants du produit, comme le texte est encore en discussion, je vais vous parler de ce qui est écrit aujourd'hui dans le texte et mes commentaires concernant cela. Il y a une exigence de ne pas lancer un produit avec une vulnérabilité connue. En se mettant dans ce contexte, vous imaginez un fabricant de produits qui intègre de hardware et de software en provenance d'autres fournisseurs et après des composants, des technologies de cybersécurité dans son produit. Et vous voyez le nombre de publications, de notifications de vulnérabilité permanentes. Finalement, il y a une non-compatibilité entre les cycles de développement des produits et le cycle de correction de ces vulnérabilités. C'est pourquoi il me semble qu'une limitation de cette obligation uniquement au risque exploitable, à une vulnérabilité exploitable, sera une bonne mesure. Après, concernant les produits dans les classes 1 ou 2, si on regarde les classes, finalement, dans la classe 2, on trouve absolument tous les produits industriels par la formulation comme c'est fait. C'est écrit que tous les Industrial IoT utilisés dans les secteurs définis par NIS V2 sont soumis, doivent appartenir à cette classe-là, c'est-à-dire la totalité des produits industriels rentre là-dedans, avec en vue une obligation de certification. Aujourd'hui, déjà, je ne parle pas de la non-disponibilité de normes homogènes et reconnues, largement reconnues, ni de la disponibilité de centres d'évaluation pour lesquels il y a des délais très très longs. Je parle uniquement à nouveau de cycle d'une certification qui, dans le meilleur des cas, dure entre 6 et 8 mois, et le cycle de mise à jour des firmware des mêmes produits. C'est-à-dire, on bloque par ce processus très très souvent l'innovation qu'on apporte dans le produit, et on bloque également la possibilité de corriger rapidement quelques vulnérabilités, parce que dans l'appréciation des utilisateurs, si on change la version, le produit n'est plus certifié, ce qui est une fausse idée, parce que même si le produit n'est pas certifié, les nouvelles versions sont réputées plus sécures. Et après, il y a le fait que la certification est une image instantanée de la cybersécurité. Ce qui assure vraiment la cybersécurité dans la durée, c'est la mise en place d'un cycle de correction, de correctif de vulnérabilité, du suivi et de mise en place des patchs tout au long de la durée de vie du produit. C'est un facteur clé à considérer dans cette démarche-là. Après, il y a une très grande obligation concernant la documentation que les fabricants de produits qui sont dans les classes 1 ou 2 doivent apporter. Il s'agit d'une documentation détaillée de l'analyse du risque à laquelle ils ont procédé
Ils doivent apporter également toutes les spécifications du produit aux autorités compétentes et se réservent la possibilité d'aller contrôler sur place l'application de cela. Il faut des volumes de cette documentation. Rien d'autre. Je pense que ça fait du sens, mais il faut préciser exactement quoi est exigé. Et le dernier point, c'est l'obligation des fabricants de déclarer dans un délai de 24 heures toute vulnérabilité exploitée ou connue sur le produit. Ici, j'ai parlé de cette chaîne de valeur et de l'intégration de hardware, software en provenance d'autres fournisseurs et des technologies de cybersécurité en 24 heures. Ce n'est pas possible de faire une analyse si le produit est vraiment impacté et si cette vulnérabilité à l'intérieur du produit est exploitable. Et là, il faut faire une différence entre la NIS V2 et le Cyber Resilience Act, parce que a priori, les 24 heures peut-être viennent de la NIS V2. Dans la NIS V2, il s'agit d'un incident. Il faut faire la différence entre la durée de communication obligatoire après un incident. Un incident, c'est quelque chose de clair et on peut le déclarer en 24 heures. Une vulnérabilité doit être d'abord analysée et avant 72 heures, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut donner une information tangible et pertinente à ce sujet. C'est vrai qu'ici, on a une question d'efficacité et de possibilité sur le terrain très opérationnel d'avoir cette mise en pratique du CRA. Il y a beaucoup de choses que tu mentionnes ici, mais premièrement, tout ce qui est disponibilité des centres d'évaluation. Moi, j'ai vécu une époque où l'ARJEL se montait, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne, et imposait des audits sur tous les fournisseurs de jeux en ligne, donc poker, PMU, Français des Jeux et compagnie. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une pénurie d'auditeurs techniques pour réaliser ces audits dans un microcosme qui finalement était très limité. Ici, avec le CRA, on va demander la même chose à tous les produits numériques. Ça fait quand même du monde. Par ailleurs, si on veut que nos autorités puissent vérifier cette mise en application, on voit aujourd'hui dans des autorités nationales la difficulté à suivre d'un point de vue industriel quelques dizaines de fournisseurs de produits de sécurité. Si on fait ça fois 1000 ou fois 10 000, forcément, ça pose problème. Tu mentionnais aussi la question des analyses de risque. Une analyse de risque, quand on m'achète un équipement, on peut me dire, dites-moi quels sont les risques que vous avez analysés de manière entre guillemets générique. Mais quand vous avez un système d'information, votre système d'information, avec vos données, avec vos process industriels, avec vos risques finalement, c'est vos risques en tant qu'utilisateur, c'est l'utilisateur final qui porte le risque. C'est lui qui doit faire l'analyse de sécurité. Donc l'analyse de risque, forcément, ça va être un produit, mais ça va être un produit dans un environnement exploité par potentiellement l'utilisateur final, mais un sous-traitant ou plusieurs, interconnectés à différents systèmes de son environnement. Et c'est dans cette vision globale qu'il faudra appréhender les risques. Faire une analyse a priori avec une vision d'équipementier, ça a très peu de valeur. Enfin, ça peut donner un input au reste de la chaîne, mais ce n'est pas ça qui va vraiment régler le problème intrinsèque. Or, ici, le CRA fait des demandes vraiment en haut de la chaîne, sur des sujets qui devraient être traités plutôt en bas de chaîne. Après, sur les vulnérabilités, forcément, c'est un gros sujet. Et bien évidemment, il faut distinguer la vulnérabilité qui va être importante de celle qui n'aura vraiment aucun impact. Je vous donne un exemple. Dans mes firmware de drone, j'ai un composant open source en particulier. Il y a plein qui seraient identiques, mais sur lequel le projet open source fait du fuzzing de manière très soutenue et sort un CVE à peu près tous les 2 jours. Bien évidemment, dans mon produit,
j'ai 0 impact, hein, parce qu'il n'y a pas de chemin d'attaque. La manière dont les informations sont traitées font que jamais quelqu'un de malveillant pourrait exploiter la vulnérabilité. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les scores CVSS, il y a parfois des choses qui sont un peu surévaluées. Enfin, tout le monde, quand on trouve une vulnérabilité, on a tendance à dire ouais, j'ai trouvé un truc, c'est vraiment super important. Alors que des fois, faut le minimiser un petit peu. Donc ça va être un vrai sujet de se dire finalement, quand est-ce que je vais vraiment considérer les choses? Quelle évaluation je fais et de combien de temps j'ai besoin pour faire cette évaluation? Et il y a un concept intéressant, hein, c'est quand même un standard, ou en tout cas de fait, quand on regarde l'analyse de l'importance d'une vulnérabilité, il y a ce qu'on appelle le score CVSS, qui est composé d'un score de base, mais aussi d'un score temporel et d'un score environnemental. Et là aussi, c'est des choses qui évoluent parce que le temporel, comme son nom l'indique, il va changer d'un jour à l'autre, et l'environnement, il va changer d'un utilisateur à un autre. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément une évidence de dire, si j'ai un produit, il est autoportant, autosuffisant, il ne s'inscrit pas dans un système d'information, je peux faire l'analyse. Mais si c'est, par exemple, un automate ou un capteur actionneur dans un système industriel, ça dépend vraiment de où il est installé, comment il est installé, avec quoi il communique, et là, c'est beaucoup moins évident. Ouais, c'est très, très intéressant parce qu'on parlait supply chain et là, vous avez évoqué 2 sujets effectivement, qui vont je ne vais pas dire être disruptifs, mais quand même bien changer les choses. La documentation nécessaire, vous allez acheter une machine à laver connectée, vous aurez la liste des ingrédients en quelque sorte, de ce qu'il y a dedans avec leur vulnérabilité éventuelle. Et comme ça, vous déciderez ou pas si vous la mettez sur le marché. Et le deuxième sujet, effectivement, c'est le pilotage à distance des mises à jour, extrêmement délicat, qui heurte effectivement des notions un peu ancestrales de tampons de certification, et ça bouge plus, c'est immuable. Et c'est vrai que dans la notion du marquage CE, alors c'est pas la première directive européenne sur le marquage CE, il y en a peut-être 15 ou 20, tant qu'on est bien une sur les drones. La première, c'était celle, je crois, sur les jouets, pour la sécurité des jouets. Bon, un jouet, une fois qu'il est lancé sur le marché, on ne le met pas à jour. Enfin, c'était il y a 10 ans. Hein. Je ne parle pas des jouets connectés, voilà. Mais pour les jouets connectés, la question de la durée, je pense qu'on va vraiment avoir des débats intéressants encore entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union sur cette durée, parce que là, tu évoques l'idée de rallonger la durée peut-être pour pouvoir faire ton analyse de risque, je comprends, et puis après pour pouvoir faire le patching à distance. Moi, j'ai une autre vision en tant qu'auditeur en cyber. Alors, bien sûr, j'ai pris l'exemple caricatural de l'interface d'administration qui se retrouve du jour au lendemain exposée sur Internet et on va dire accessible avec des moyens qui n'auraient pas dû être aussi simples. Par exemple, l'authentification multifacteur ne marche pas, un mot de passe est un mot de passe par défaut, voilà, on trouve. C'est caricatural, mais ça existe. Et même chez des éditeurs en cybersécurité, ça existe. Même dans les piles, dans les stacks des composants qu'on intègre, il peut y avoir des choses comme ça. Il faut qu'on agisse très vite quand cette situation arrive. Donc on demande effectivement à nos fournisseurs de rang 1, ça c'est dans le Cyber Resilience Act, d'être parfaitement transparents sur l'état de leur CVE, de leur vulnérabilité, pour que le fournisseur de rang 0 qui applique le CRA connaisse au minimum le rang 1 de ses fournisseurs et leur état de vulnérabilité. La possibilité d'aller au rang plus que 1, au rang 2, au rang 3, elle est possible, mais aujourd'hui, elle n'est pas rendue obligatoire. Mais on demande déjà aujourd'hui de faire la cartographie, le fameux SBOM, de tout ce qui existe comme ingrédient dans le rang 1. Et selon le type de vulnérabilité, parfois, il faut aller très vite. Rappelons-nous quand même que la vulnérabilité sur Microsoft Exchange, il y a presque un an, qui a donné pas mal de campagnes de patch management. Il y a encore d'ailleurs des serveurs qui ne sont pas patchés. Les premiers codes d'exploitation sont arrivés dans l'heure qui ont suivi l'annonce publique de la CVE. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et il y a plusieurs aussi bonnes pratiques. Selon la gravité et la sensibilité, je dirais, du produit qu'on met sur le marché, il y a d'autres bonnes pratiques. Nous, on n'a pas entendu le Cyber Resilience Act, par exemple, pour être parfaitement transparent sur les CVE, les vulnérabilités. Quand on fixe une vulnérabilité, on publie le CVE, on demande à tout le monde de les appliquer. Quand la vulnérabilité est critique, mais c'est nous qui la jugeons critique par l'étude de risque, on prévient nos utilisateurs avant de publier le patch. Parce qu'on sait que dès lors que le patch est publié, il y a des attaquants qui vont faire de reverse engineering pour essayer de trouver comment l'exploiter. Donc là, il faut qu'on anticipe. C'est peut-être comme ça qu'on peut aussi un peu réduire
cette fenêtre temporelle d'exposition qui va être l'objet de débat, j'en suis persuadé, mais il ne faut peut-être pas non plus être trop laxiste, à mon sens, hein, en disant non, c'est compliqué de patcher, il faut rallonger la durée. Il y a des situations où il faut aller très vite. Et à l'inverse, il y a des situations où on n'a pas envie de le faire. Avant Parole, j'étais responsable sécurité d'infrastructures critiques de systèmes industriels. Et des fois, on préfère des systèmes qui sont isolés, sur lesquels personne n'a la capacité de prise de main à distance, de déployer des logiciels à distance, de faire des modifications quelconques. Et finalement, si on vient donner des obligations, ça veut dire que par défaut, les produits le proposeront, là où parfois je préfère quelque chose de très hermétique qui ne pourra jamais être changé, parce que dans mon analyse de risque et dans l'environnement dans lequel je l'utilise, c'est préférable. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même un côté un peu antinomique. Ça ne marchera pas dans tous les cas, et ça pourra potentiellement parfois être dangereux si les gens l'appliquent tel quel. Après, en début de ta réponse, tu mentionnais aussi la question de la documentation. Et il faut bien faire attention aussi à la masse d'informations. Ces informations, on en a déjà beaucoup, hein. Vous êtes tous consommateurs, on va faire un petit test. Quand vous achetez un produit, ne serait-ce qu'un produit qui se connecte d'un point de vue électrique pour se recharger ou fonctionner, vous avez déjà des conseils de sécurité, des directives. Qui les a déjà lus? Donc aujourd'hui, vous avez déjà ça. Souvent, ça peut être 2-3 pages, mais des fois, vous allez avoir une vingtaine de pages. Et demain, vous aurez la même chose. Une augmentation sur la configuration de sécurité, une documentation de l'analyse de risque vue par le constructeur, qui vous donnera peut-être des indices aussi sur votre propre analyse de risque. Une documentation sur les vulnérabilités connues intégrées dans le produit, mais qui sont jugées sans risque pour le produit. Et ça peut être assez long, hein, parce que des fois, quand vous avez des versions logicielles, faut être conscient, quand on a du matériel, des fois, on va dépendre de tel driver qui sera disponible que sur tel système d'exploitation qui sera un peu ancien, mais c'est pas grave parce qu'on a travaillé sur l'environnement pour que le truc soit bien isolé, etc. Donc ça veut dire qu'on aura quelque chose d'ancien qui sera bourré de vulnérabilités, mais des vulnérabilités qui ne seront pas importantes, mais il faudra les documenter. Et vous allez en étaler des centaines qui vont arriver dans les mains de l'utilisateur. Et l'utilisateur, à ce moment-là, aura cet enjeu de faire le distinguo entre les 3 trucs vraiment importants et les centaines d'informations qu'on lui met sous les yeux parce que la réglementation l'exigera. Donc ça sera vraiment l'enjeu de se dire comment on reste efficace dans ce monde où, d'un point de vue réglementaire, on nous oblige à étaler plein d'informations, mais qui va finalement noyer la partie qui est pertinente. Ouais, je pense qu'il faut faire le distinguo entre l'utilisateur grand public qui se contentera du marquage CE qu'on connaît déjà tous depuis notre enfance, enfin voilà, de l'utilisateur qui a avancé, qui va par exemple acheter un produit tout fait pour l'intégrer, je ne sais pas, dans un bâtiment et dans lequel le système de climatisation sera connecté, le système d'électricité sera connecté, où là on a besoin de cette documentation pour connaître les risques sur les personnes qu'on va héberger. C'est un bon exemple parce que dans un bâtiment comme celui-ci, à ton avis, il y a quelle diversité de composants numériques pour gérer le contrôle d'accès, pour gérer la température, pour gérer l'ouverture de climatisation ou d'aération? Potentiellement juste un bâtiment, on va se retrouver avec, je sais pas moi, tu connais peut-être plus ce type d'équipement, mais à mon avis, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, juste pour le bâtiment, d'équipements, sur lesquels on aura plusieurs centaines fois 10, 20 ou 200 pages de documentation cybersécurité pour le composant. Donc 200 composants fois 200 pages de documentation, vous voyez ce que vous avez à lire demain. Mais c'est pour ça qu'on s'arrête au fournisseur de rang 1, et après, si tu veux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Dans ce cadre qu'on vient de discuter, manque un composant essentiel, sont les normes. Parce que finalement, on parle de cette transparence entre le fabricant et l'utilisateur. Les normes sont destinées à servir cette transparence. Parce que sont les normes qui reflètent le niveau de protection du produit que l'utilisateur, qui n'est pas un expert, peut facilement comprendre ou prendre à ces niveaux-là en fonction de l'utilisation prévue qu'il fait de ce produit-là. Et finalement,
les exigences essentielles sont très compréhensibles et très de bon sens, mais il manque le détail technique derrière. Et ce détail technique doit être concrétisé dans des normes. Aujourd'hui, si on imagine la création de normes harmonisées européennes, ça va prendre des années. On ne peut pas imaginer que le texte sera mis en place dans 24 mois. Et si on regarde les travaux au niveau européen qui sont déjà harmonisés, on peut dire que ce qui est harmonisé sont les critères communs, mais combien parmi nos produits peuvent être compatibles, conformes et certifiés au niveau des critères communs. Après, il y a les travaux sur le cloud et sur les 5G. Mais notre appel est plutôt de considérer des travaux que les industries ont déjà fait dans l'objectif de normalisation, de standardisation de cette approche de cybersécurité, qui sont mieux adaptés, pas uniquement aux produits qui apportent vraiment la très très haute cybersécurité des systèmes critiques, comme c'est le cas pour les critères communs, mais qui apportent une réponse pour une certification à haut niveau pour les produits industriels. Je donne l'exemple de la CSPN de l'ANSSI, pour laquelle il y a toujours des travaux de reconnaissance européenne, etc., mais je n'ai pas vu encore un acte et une communication claire à ce sujet-là. Et après, il y a le standard pour la cybersécurité industrielle, IEC 62443, qui est perfect, mais qui comporte des chapitres à la fois d'exigences pour les produits, mais à la fois pour les intégrateurs système et pour les opérateurs. Et un chapitre transverse à tout cela, la gestion du cycle de vie sécurisé du produit, avec des étapes définies et des obligations et des livrables à chaque étape. Il faut considérer cela, parce que c'est ça la base pour la transparence vis-à-vis des utilisateurs et pour une cohérence dans les exigences. Ouais, effectivement, il y a des normes qui existent déjà et c'est celles-ci qu'il faudra privilégier. Enfin, aujourd'hui, c'est pas clair de savoir lesquelles sont vraiment utilisées. Alors, ça peut être plus ou moins simple. Je mentionnais tout à l'heure l'ETSI EN 303-645, qui était la norme envisagée pour toute la partie, enfin, directive Radio Equipment par la Commission européenne. Et bon, selon la matrice de conformité, je me rends compte, sans même faire un effort pour changer quoi que ce soit dans mes drones, qu'en fait, quand on a une certaine maturité, quand on a du bon sens en sécurité, finalement, on répond déjà à l'ensemble des exigences de cette norme. Alors ça peut être plutôt facile, mais plutôt facile pour les gens qui sont déjà un peu matures. Ceux qui le sont beaucoup moins, dans la création de composants IoT, de systèmes industriels, enfin, on peut mesurer parfois leur retard, et même chez certains fournisseurs d'automates, c'est assez récent de voir vraiment cette préoccupation cybersécurité, et y compris pour des infrastructures critiques. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ça va être demandé pour tous et avec ce goulet d'étranglement. Si aujourd'hui, on veut chercher des labos d'évaluation qui connaissent les normes dont on vient de parler, donc à la fois le TSI EN 303-645, l'IEC 62-643, qui est décliné dans certains domaines industriels avec d'autres sous-parties de normes, finalement, on demande une masse de connaissances, on demande à des auditeurs de connaître des process pour vérifier la sécurité de certains systèmes qui sont quand même assez spécifiques. On parle de systèmes embarqués qui sont très divers entre vérifier la sécurité d'un FPGA et vérifier la sécurité d'un drone, par exemple, ou d'un pare-feu. Ça va être des process complètement différents. Donc là, on a quand même un enjeu et une grosse difficulté, c'est d'avoir cette capacité en tant qu'écosystème cybersécurité à pouvoir répondre à ce besoin de vérification. Et moi, j'ai un avis personnel, c'est bien évidemment, on ne sera pas capable de le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, tu mentionnais tout à l'heure la partie critères communs. Alors pour moi, c'est un autre sujet qui risque d'être assez difficile parce que le CRA est très, voire beaucoup trop large et comprend également des composants électroniques que je vais intégrer dans mes produits.
Alors, je vous prends un exemple tout bête. Mes drones aujourd'hui, heu, ont un certain niveau de capacité, en particulier en matière de communication et il y a encore quelques années en arrière, j'avais un lien radio direct dans lequel, bah, c'était facile, j'avais une télécommande, un drone, un secret partagé pour faire le chiffrement, l'authentification entre les 2 et aujourd'hui, je me retrouve avec des drones qui sont connectés en 4G ou en 5G. Bon, ça veut dire grosso modo connectés à internet, hein, mais sur lesquels je dois de fait faire une relation entre une télécommande et le drone, voire potentiellement une télécommande peut piloter plusieurs drones en fonction de qui fait quoi. Voire un drone peut être piloté par plusieurs télécommandes, parce que si j'ai un pilote qui est en rate de batterie sur sa télécommande sur le terrain, bah, potentiellement il veut switcher de télécommande et pouvoir continuer à faire son travail. Donc là, on voit déjà en matière de concept de sécurité que c'est pas si simple et ce que je voulais en tant que constructeur éviter à mes utilisateurs, c'était, bah, justement de mettre des secrets partagés ou des mots de passe dans un drone. Parce que, en gros, sur ma télécommande qui est interconnectée à internet, sur mon drone qui est interconnecté à internet, si je dis à chaque pilote: «Mettez votre utilisateur et mot de passe», déjà quand on a juste un drone, c'est chiant, on peut le dire. Quand on est une boîte de service par drone, on a 20 pilotes, 20 drones. On va demander à chacun des 20 pilotes de mettre son mot de passe dans chacun des 20 drones, plus un responsable sécurité qui va dire: «Non mais tu le changes tous les 3 mois, hein». Bah, là, potentiellement, au moment où on doit changer, bah, Dédé est parti avec tel drone, faire sa mission, puis, bah, le drone, il est plus sous la main pour qu'on change son mot de passe. Comment on fait? Comment on fait? Donc pour répondre à cette problématique, on a intégré un secure element dans nos drones qui fournit une clé privée, une identité unique à chaque drone et après on a des protocoles d'appairage qui permettent de créer un contexte de sécurité entre une personne, un objet, voire en plus des services cloud. Donc ça permet d'avoir des relations, avec, voilà, plusieurs personnes, avec plusieurs télécommandes, plusieurs drones, plusieurs services cloud, qui peuvent, voi avoir leur contexte de sécurité cohérent. Le secret element que je choisis, j'ai envie justement qu'il ait un certain niveau de sécurité parce que c'est la base vraiment de ce qui va faire la sécurité de mon produit et en dehors de l'identité et de l'authentification forte de mon drone, il vient aussi contribuer à toute la partie secure boot, enfin toute une partie de vérification de l'intégrité, et de provenance du logiciel. Donc je me dis, ce composant, je veux qu'il ait un top niveau et je choisis par exemple, composant, critères communs EL5+, j'en ai même un, sous le coude qui est EL6, donc quand même un niveau très élevé. Souvent avoir une certification EL5+ ou 6, c'est 2 à 3 ans de travail pour le fournisseur du composant, donc c'est quand même pas bénin. Plus, on parlait tout à l'heure du NIST, bah, c'est pareil quand on a des composants crypto, bah, avoir une compliance FIPS 140-3 ou équivalent, ça a aussi son importance. Ça veut dire que toute la partie algorithmique, du chiffrement, de la signature numérique et autres a été implémentée comme il faut. Demain, je vais avoir le même fournisseur de composants qui aura un choix à faire. Lui, son choix, enfin son cadre est assez simple, hein. Il a un produit, il a un budget et un temps donné pour sortir son produit sur le marché. Aujourd'hui, il passe une partie de son temps et une partie de son budget à faire sa certification critères communs EL5+ et à être FIPS compliant. Si demain on lui dit: «Bon, bah, ça tu le fais très bien, mais moi ce que je t'oblige à faire, c'est, une vérification par une tierce partie pour être compliant au CRA», il aura pas le choix, c'est la loi. Donc, sur la partie où il a pas le choix, il pourra le faire. Il va pas se dire: «Tiens, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est CRA ou est-ce que c'est critères communs?» Il se posera pas la question puisqu'il est obligé de faire le CRA. Mais du coup, comme il fait déjà une partie du travail, qui va passer de l'argent et du temps dessus, il va probablement se dire: «Bah, finalement, pour sortir mon produit sur le marché, qu'est-ce que je fais? Je la fais ma certification critères communs?» Et on risque de se retrouver avec certains composants qui aujourd'hui ont un niveau de sécurité très élevé et qui, parce qu'ils doivent répondre à un cadre parfois un peu flou et moins exigeant, ben, on aura des produits qui auront, parce que le cadre est moins exigeant, des niveaux de sécurité moins élevés. Donc il peut aussi y avoir des effets de bord comme ça qui ne sont pas négligeables.
Et justement, est-ce que ce travail dont on parlait du coût et de la durée de certification et tous ces processus de compliance, enfin de conformité à ces nouvelles règles, est-ce que ça risque pas de créer un décalage entre les plus petites entreprises qui sont peut-être moins solides et les plus grosses qui sont déjà, pour la plupart, enfin beaucoup en tout cas, ont déjà entrepris un processus de cybersécurité? Alors c'est vrai que si on fait une transposition, je vois avec l'arrivée du RGPD, on a dit: «Ça y est, c'est la mort des gros américains, les Facebook, Google, Amazon et compagnie». Et puis avec un peu de recul, on se rend compte que, bah, tous les GAFAM, ils ont des armées, de juristes, d'experts, techniques qui vont, expliquer comment y répondre à la réglementation européenne. Et à l'inverse, la petite boîte de quelques dizaines de personnes va se retrouver face à des problématiques très compliquées, puis avec des moyens bien moindres que ce qu'aurait, cette grosse boîte américaine. Donc, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que le CRA, c'est pas du protectionnisme, c'est pas quelque chose qui va nous avantager en tant qu'entreprise européenne et surtout quand on est plutôt petit. Parce que ça veut dire que même si on est petit, on devra avoir l'expertise, on devra faire le même travail que ceux qui sont très gros et qui vendent des milliers ou des millions de produits. Donc ça, c'est quand même un gros enjeu et ça rejoint l'enjeu aussi des compétences et des ressources cybersécurité sur le marché, parce qu'on voit déjà aujourd'hui que c'est tendu, ça l'est de plus en plus tous les jours. Quand vraiment ça deviendra une obligation réglementaire, bah, ça sera d'autant plus tendu. Et est-ce qu'une petite boîte de quelques personnes, c'est même la start-up, hein, qui sort son super truc IoT, vachement en tendance et vachement révolutionnaire, elle sera obligée de faire ça? C'est-à-dire que même si je crée ma boîte, je suis 4 personnes, bah, il faudrait que je fasse toute cette analyse cybersécurité, toute la documentation qui ira avec. Et ça, ce sera pas négligeable. Autant les grosses boîtes auront, à mon avis, pas trop de difficultés, ils trouveront les ressources, mais les plus petites auront certainement plus de difficultés. Et du coup, ouais, je vais vous laisser rebondir, Raphaël. Est-ce que ça peut pas aussi être un avantage concurrentiel finalement, ce CRA? Moi, je suis moins d'accord sur la distinction grand-petit. Je pense que c'est la distinction, celui qui anticipe pas. Celui qui va faire l'effort d'intégrer dans son cycle de développement de produit, et même s'il est petit, d'intégrer une part substantielle de l'effort de R&D financier et humain sur l'anticipation des évolutions réglementaires, celui-là, il aura un avantage concurrentiel, qu'il soit grand ou petit. Je suis vraiment convaincu. Et j'espère quand même que le RGPD, c'est un texte essentiellement juridique ou juridico-technique avec beaucoup de difficultés d'application liées aux accords d'export donnés en dehors du territoire de l'Union européenne. Ça dépend des pays. Il y a énormément de littérature et de doctrine. Je pense que c'est ça qui crée la complexité juridique. J'espère quand même que Act, qui pour moi n'a pas grand-chose à faire, puisque là on parle d'un marquage CE sur un produit numérique pour pouvoir accéder au marché européen. J'espère qu'on n'aura pas ces discussions juridiques pour savoir, alors, est-ce que ce machin qui vient de tel pays, j'espère qu'on n'en sera pas là. Je pense que la principale difficulté des éditeurs logiciels, on va prendre les petits, pour s'adapter au Cyber Resilience Act, ça va être déjà des choses simples finalement, mais qui ne sont pas si simples que ça sur le terrain. La nomenclature logicielle, le SBOM, le fameux SBOM. Savoir quand vous êtes un éditeur aujourd'hui d'un progiciel, d'un produit logiciel, il y en a plein, et vous délivrez un progiciel dans une mairie, dans une collectivité, dans une bibliothèque municipale, dans une librairie. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre eux ne se sont pas amusés à tenir à jour une nomenclature exacte en temps réel et avec des process pour récupérer en moins de 24 heures la liste des CVE de leurs différents fournisseurs de rang 1, qu'ils soient des fournisseurs de logiciels propriétaires ou, encore parfois plus difficile, open source. Parfois, on ne sait pas trop où chercher. Même en propriétaire, il y a cette notion d'opacité. Donc, je pense que là, il y a une vraie... C'est peut-être pas le seul, mais c'est, je pense, un des principaux enjeux à venir pour transformer les habitudes. Et moi, je pense que c'est plutôt des questions d'habitude de travail dans le développement, l'intégration. C'est même plus du développement, c'est de l'intégration de produits. Quand on fait un progiciel, enfin, celui qui s'amuse à développer du code, moi j'ai un peu peur. Aujourd'hui, la plupart des ingénieurs logiciels, des architectes logiciels, ils font de l'intégration de briques
open source, parfois propriétaires. Il essaye de faire fonctionner ça ensemble. C'est dans ces pratiques-là où je pense qu'il y a un risque aujourd'hui de séparation entre ceux qui vont récupérer les ingrédients en prenant une recette de cuisine. Je vais récupérer les ingrédients, mais je ne m'intéresse pas à leur Nutri-Score et je prends n'importe quoi. Et au final, je ne peux pas apporter de la transparence à mon client. Il y a ceux qui vont dire « Ah, moi, je veux que des produits sains, je veux que des produits bio, je veux que des produits qui ont un marquage CE ». Le marquage n'existe pas encore, mais il existera dans 2 ans ou dans 4 ans. C'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. On a le temps quand même de s'adapter à cette nouvelle réglementation. Petit ou grand, on a le temps de s'y adapter, mais il faut s'y adapter. Après, il y a ceux qui ont anticipé et qui n'ont pas attendu ça pour déjà mettre en place de la minimisation du code, du durcissement par défaut des configurations, notamment des mots de passe, des process organisationnels pour garantir que n'importe qui ne peut pas modifier le code en production. Ce sont des bonnes pratiques, mais qui tenaient quand même à être rappelées dans le Cyber Resilience Act. Et est-ce que, parce qu'on a vu que vous parlez du RGPD, mais le RGPD maintenant est parfois vu comme un outil d'influence normative de l'UE. Est-ce que le CRA pourrait avoir le même destin de finalement obliger ou en tout cas inciter d'autres pays, zones géographiques à adapter un petit peu leur propre cadre ou réglementation? Faut surtout espérer que ça marche mieux. Parce que marquage CE, ça veut dire que les douanes, en particulier, peuvent vérifier qu'un produit qui prétend avoir telle propriété les a effectivement, donc douane plus DGCCRF et quelques autres. Donc il y a un produit physique, il y a un truc qui va passer une frontière à un moment donné. Et autant sous le RGPD, il y a une extraterritorialité, autant elle n'est pas toujours très maîtrisée, très vérifiée et avec des sanctions qui sont parfois très aléatoires. Il suffit de regarder, par exemple, sur les sanctions RGPD, on entend souvent dans la presse quelques groupes français, beaucoup de géants américains qui ont des sanctions assez significatives. À l'inverse, moi, j'ai vu des produits, en particulier chinois, en particulier dans les drones, qui, par conception, de façon volontaire par le constructeur du dit produit, intégraient des fonctions de captation d'informations personnelles, les envoyaient directement en Chine, avec des chercheurs en cybersécurité, en particulier Synactive, une paire d'années, a fait une description de la rétro-ingénierie de ce drone et de son logiciel de pilotage, a montré comment des fonctions étaient offusquées, comment certaines données personnelles étaient envoyées en Chine. Et à ma connaissance, aucune autorité européenne, ni la CNIL en France, ni les équivalents dans d'autres pays membres, ont fait quoi que ce soit. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un peu cette dichotomie entre les quelques-uns qui se font beaucoup taper dessus, en particulier RGPD, tout ce qui est GAFAM, et un peu au centre de l'attention, autant parfois il peut y avoir un certain laxisme sur d'autres acteurs, et en particulier sur des considérations géopolitiques ou diplomatiques. Donc ça, c'est une grosse difficulté quand on voit la masse d'informations personnelles qui est parfois envoyée en dehors des frontières de l'Union européenne et sans aucune maîtrise et sans aucun contrôle, sans aucune sanction, on peut se dire qu'il y a quand même un manque actuel. Mais ce manque, on le retrouvera aussi sur le CRA. Parce que même si on a un produit physique qui prend une frontière par la douane ou par les autorités anti-concurrence, il faut garder à l'esprit que pour 90% de ces produits physiques, ça sera de l'autodéclaration. Autodéclaration, mon produit est génial, achetez-en. Je vous l'autodéclare, c'est génial, faites-moi confiance. Et du coup, vous faites quoi? Donc, en tant que consommateur, soit vous dites, tiens, il y a marquage CE, on va parler du CRA, ça veut dire que maintenant j'ai un produit sécurisé entre les mains. Mais s'il n'y a pas la force de frappe pour vérifier l'application des exigences, pour vérifier que quand j'ai de l'autodéclaratif, je n'ai pas un truc marketing qui dit oui, c'est bon, ça colle, alors qu'en fait, ça ne colle pas du tout. Ce n'est pas forcément évident. Et quand on voit typiquement la partie reverse engineering que je mentionnais tout à l'heure, faite par Synactive sur un drone chinois qui envoyait des données à l'étranger, on peut imaginer que ça correspond à plusieurs mois de travail de profil cyber assez expérimenté. Donc là, ça veut dire, est-ce qu'on va mettre une armée d'experts en reverse aux douanes ou à la DGCCRF? Je n'ai pas l'impression que ce soit la tendance. Donc ça veut dire qu'on va être aussi, si on ne bouge pas, dans un système inefficace.
Je serais assez optimiste, j'aurais tendance à être assez optimiste sur la capacité des citoyens à s'organiser en réseau informel. On a vu ce que ça s'est fait par le passé sur des sujets il y a 2 ans, comme par exemple l'accès au rendez-vous pour les vaccins. S'organiser en réseau informel dans le cadre d'associations de protection des consommateurs, parce que là, pour la première fois quand même dans l'histoire européenne, on va se retrouver avec une compétence de droit commun, qui est le droit de la consommation, et où des associations représentatives pourront alerter les autorités du pouvoir public en disant on a un certain nombre d'utilisateurs, et on en a des utilisateurs qui sont un peu geeks, et qui vont fouiller un peu, qui vont creuser, et qui vont signaler. Alors, faisons toujours cette transposition avec le RGPD. Aujourd'hui, ça a lieu effectivement ça pour le RGPD. Quand on voit None of Your Business, l'association portée par Schrems, effectivement, elle fait bouger des choses. Elle arrive même à faire bouger des réglementations. Mais pour quelle proportion du monde numérique? Facebook? Google un petit peu? Ok, ouais, ça correspond bien. Donc, je serais moins optimiste que toi, Raphaël. À la question si le CRA représente une base pour un avantage marketing ou concurrentiel, déjà, la Commission européenne considère que 50% des fabricants respectent déjà tout ce qui est exigence essentielle mise dans l'acte. C'est-à-dire, il y a déjà un bon niveau existant de cybersécurité sur ce qui est produit en général. Après, l'acte, il est inscrit dans le cadre NLF, c'est-à-dire New Legislative Framework. C'est quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire, ce n'est pas un avantage par différenciation. Tout le monde qui souhaite accéder au marché européen doit se soumettre à ces obligations-là. Après, je suis bien d'accord que s'il n'y a pas un contrôle, ça ne servira à rien. Par contre, au niveau européen, il y a déjà des procédures bien établies parce que la plupart des produits sont déjà soumis à une obligation de certification CE. Les grues sur le chantier que vous voyez ici à côté et qui représentent également un certain risque pour l'utilisateur et pour l'environnement autour, sont acceptés aussi sur la base d'une autocertification CE dans laquelle le patron de la société engage la responsabilité de la société et sa propre responsabilité d'avoir respecté les normes européennes lors de sa fabrication. C'est-à-dire, tout ce cadre existe, il faut uniquement bien l'appliquer. Mais je suis d'accord également qu'avec la réglementation européenne, il ne faut pas réduire la compétitivité des sociétés qui opèrent comme les petites sociétés, surtout en Europe. Et si on ne met pas un contrôle suffisant, je suis bien d'accord, on va pénaliser surtout les petites sociétés qui sont très, très concentrées sur le marché européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà un contrôle sur d'autres aspects. Donc ça, c'est le point positif. Mais ce qu'il faut voir, c'est la différence de complexité. Aujourd'hui, sur les points qui sont vérifiés, par exemple, si je dis produit électronique qui communique à telle puissance, je prends mon produit électronique, je le mets dans une chambre anéchoïque, j'ai un instrument de mesure qui, en 2 minutes, va me dire effectivement, la puissance est dans la norme européenne ou ne l'est pas, et ça veut dire que la vérification est très aisée. Par contre, si on transpose ça à la partie cybersécurité, comprendre s'il y a des vulnérabilités, faire une revue critique d'une analyse de risque, analyser la conception sécurisée par défaut d'un produit et sa configuration sécurisée par défaut, ça, c'est des choses qui, potentiellement, sont plus complexes et vont prendre plus de temps. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un cadre qui existe, il y a déjà des vérifications qui sont faites, mais ce qu'il faut voir un peu, c'est l'amplitude de ce qui nous attend. C'est là, aujourd'hui, on a des points qui sont vérifiables très facilement, très rapidement. On aura demain des choses en cybersécurité qui, potentiellement, nécessiteront 1000 fois plus de temps à être vérifiées. Ouais, du temps et des discussions, parce que la notion de proportionnalité, donc d'analyse de risque est en dessous, la notion
bonne pratique, état de l'art, je crois qu'on trouve state of the art à un moment dans le CRA sur la partie durcissement par défaut des configurations. On va avoir beaucoup de discussions à faire dessus. Mais on peut y arriver parce qu'on ne parle pas là de services en ligne avec des interconnexions extraterritoriales. Là, on parle de produits qui arrivent sur le marché européen qu'on peut auditer, quoi. Donc, et surtout, la responsabilité du dirigeant d'entreprise qui va le distribuer en Europe, elle est personnelle. Ça, c'est encore quelque chose qui est assez différent par rapport aux autres réglementations plus techniques qu'on a en Europe. Dans le cadre du marquage CE, effectivement, le dirigeant s'engage personnellement, celui qui distribue en Europe. Et ça va peut-être aussi faire un peu changer les choses. Merci à tous les trois. On va prendre quelques petites questions dans la salle. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions en ligne aussi. On va peut-être commencer dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une là-bas. Je vais récupérer un micro. Moi, c'est plus une remarque qu'une question, je dirais. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je comprends de ce Cyber Resilience Act, c'est que ça va porter sur le cycle de vie, alors que quand on parle de normes, à part certaines qui comprennent du maintenance en conditions de sécurité, on a souvent des éléments assez statiques. Et aujourd'hui, je trouve le Resilient Act, au regard de l'évaluation proportionnelle des risques avec les analyses de risques, ça, quand on disait tout le monde va être impacté à un super niveau, moi, je pense que c'est l'analyse de risque qui mettra en évidence les besoins minimums de sécurité à mettre en place. Et aujourd'hui, on voit pas mal d'industriels, notamment l'automobile, qui a tiré la cybersécurité à partir de la safety et qui ont déjà mis depuis maintenant plus d'une dizaine d'années les mesures nécessaires pour justement traiter la cybersécurité et le maintien de la cybersécurité dans le temps sur toute la durée de vie du véhicule. Notamment, on parlait des secure boot, on parlait des mises à jour over the air. C'est quand même aujourd'hui des choses qui ont été portées initialement et tirées par la safety et la cybersécurité à partir du moment où les véhicules sont devenus connectés. Donc, la question, est-ce que vraiment le Cyber Resilience Act n'est-il pas, pour une majeure partie des industriels, comment dirais-je, puisqu'il va y avoir certification pour certaines classes, une reconnaissance des activités qui sont déjà portées d'ailleurs. Pour beaucoup, vous disiez que certains étaient déjà très en avance, enfin, le portaient déjà sans avoir de certification associée. Je suis vraiment convaincu que pour la plupart, en tout cas autour de cette table, on n'aura pas de difficulté puisqu'on applique déjà plus que les bonnes pratiques. On va souvent au-delà. Par contre, il faut juste penser à sa supply chain. Et le documenter. Enfin, moi, je vois le plus gros impact côté Parrot. Effectivement, on s'est efforcé à être vertueux, et ce depuis plusieurs années, et d'aller plus loin que tout ce que nous demandaient nos clients, y compris dans le monde de la sécurité et de la défense. Donc, en fait, quand je regarde ce qui m'attend dans le Cyber Resilience Act, c'est beaucoup de documentation, de choses qui ne sont pas forcément affichées aujourd'hui à l'utilisateur. Mais pour des petits industriels, ou même pour certains gros industriels qui ont un historique assez important et qui continuent à vendre des gammes de produits qui ont été faits il y a quand même quelques années, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a énormément de travail de rattrapage, énormément de travail de documentation, énormément de travail de vérification et de reprise en main. Quand on parlait de la supply chain, c'est comme avec le RGPD sur le fait d'avoir une vraie gouvernance des données. Des données, avant, enfin, je pense que c'est toujours vrai pour plein d'entreprises, mais on a cette tendance à collecter plein de choses, à entasser plein d'informations, à pas forcément savoir qui avait quoi, qui avait besoin de quoi. Là, effectivement, avec le CRA et le besoin de maîtrise dans ce cadre de supply chain, on aura besoin de savoir ce que font chacun de nos fournisseurs. Mais c'est pareil, un fournisseur, je vais lui demander. Et dans les conditions générales de vente, il n'y a aucune obligation pour lui de me répondre. Ça veut dire que tant que j'ai pas de cas de contrat avec lui, tant que j'ai pas un nouveau contrat qui va se négocier ou je sais pas quoi, je pourrais pas lui demander les réponses auxquelles j'ai besoin dans un produit que j'ai fait il y a 5 ans. Donc il y a quand même des complexités opérationnelles quand on se transpose et même les acteurs vertueux, je pense, pourraient avoir des surprises, pas forcément sur le produit de demain, mais celui qui a été fait il y a un peu plus longtemps et qui est toujours vendu. Donc normalement, sur la technique, si les bonnes pratiques sont respectées, ça ne devrait pas être difficile d'être conforme.
le process de mise en place, il faut oublier effectivement ces aspects-là, documenter, et juste effectivement mettre à jour les conditions contractuelles par rapport à vos propres fonds. On a le temps d'anticiper, vous avez le temps d'anticiper. Simplement, quand j'entends des industriels me dire « je ne suis pas concerné », je dis « bah si, vous allez l'être ». Alors, on a le temps. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais il faudra juste le déclarer quand même et faire le process de marquage CE. Merci beaucoup. Justement, en parlant de temps, je voulais avoir une idée sur votre vision du calendrier d'application du CRA aujourd'hui. Quand il sera adopté, on aura 2 ans pour le mettre en œuvre. Et l'adoption devrait être normalement avant la fin du mandat actuel du Parlement, donc 2024 au plus tard. On peut espérer début 2024. Donc une application 2026, quoi. Et il y a quelques exigences qui, pour le moment, sont marquées applicables une année après. Mais c'est vraiment une toute petite partie sur la gestion des vulnérabilités. Merci. Question au fond. Bonjour, merci. Walter Peretti, je suis responsable du développement des cursus en cybersécurité au pôle Léonard de Vinci. Et nous, ça fait déjà quelques années qu'on forme nos ingénieurs avec un mindset un peu security by design et résilience. On s'est toujours entendu dire par le marché qu'on était trop en avance de phase et que ça correspondait à rien. Est-ce que cette situation est toujours aussi vraie avec le Resilience Act ? Mais vous avez raison, il faut anticiper pour être compétitif. Et l'OCDE, il y a 1 an, publiait les résultats d'un groupe de travail dont l'ANSSI a assuré le secrétariat d'ailleurs sur la sécurité by design des produits. Ça montre bien qu'il y a une prise de conscience internationale sur ces sujets, mais elle est maintenant, elle n'est pas hier, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Jusqu'à présent, Secure by Design, ça ne disait pas grand-chose. Je pense que maintenant, avec les exigences essentielles de Cyber Resilience Act, on définit qu'est-ce que c'est Secure by Design. C'est-à-dire, c'est la base, et il faut aussi respecter dans le cursus de production, de fabrication de produits et de sa configuration par défaut en réglage usine, cet aspect Secure by Design. Maintenant, nous avons une base. Oui, je suis aussi optimiste pour vos étudiants. Je pense qu'ils n'auront pas de problème à trouver du travail demain. Et quand je regarde l'évolution de la perception du besoin de sécurité sur les 5 ou 10 dernières années, on peut s'attendre à ce que ça continue à évoluer de la même façon dans les 5 ou 10 prochaines. Clairement, c'est des profils qui trouveront du travail sans problème, et la réglementation va le pousser. C'est pareil sur la protection des données à caractère personnel, c'est pas un besoin nouveau. On a quand même des lois en France depuis 30 ans qui l'encadraient. On avait quand même des exigences assez fortes dans certains secteurs, mais ce qu'a fait le RGPD, c'est de généraliser ce besoin de maîtrise des données à caractère personnel. Et quand on voit le nombre de SIL qu'on avait il y a 30 ans versus le nombre de Data Protection Officer aujourd'hui dans le cadre RGPD, c'est pareil, ça a explosé. Donc, ce qu'on peut anticiper sur la partie conception cyber et le fait d'avoir des architectes, des gens qui ont cette vision d'ensemble et qui ont la capacité aussi à prendre un produit et à l'amener à une certification, ce qui n'est pas non plus simple, parce qu'il y a à la fois la connaissance du produit, la connaissance des normes, la connaissance de comment fonctionner avec des labos de certification. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre ici pour les étudiants, mais même après leur début de cursus scolaire. Donc, c'est clairement des profils qui trouveront de travail très facilement demain. Alors, un autre sujet d'avenir qui commence à monter, c'est la sustainability, c'est le développement durable. Il y a un point de convergence entre le Cyber Resilience Act et le développement durable. Et oui, c'est la minimisation du code. Et la frugalité, moi j'appelais ça la frugalité numérique dans une ancienne politique SSI. Aujourd'hui, on parle de sobriété, mais c'est la même chose. C'est réduire la surface d'attaque, c'est réduire la consommation, c'est réduire la quantité de stockage nécessaire pour aboutir à la même fonction, c'est réduire l'obésité logicielle. Si vous l'avez dans vos cursus aussi, à mon avis, ça a de l'avenir. Ouais, c'est un gros credo. Ouais. Et puis, pareil, vis-à-vis des données personnelles, c'est aussi convergent avec la réduction des risques sur la privacy.
Oui, tout à fait. Puis, enfin, on le voit, hein, enfin, il y a pas si longtemps, tout le monde avait tendance à dire: «Bah, la donnée, c'est l'or noir de demain et on va collecter le plus d'infos possible, même si on n'en avait pas besoin». Normalement, aujourd'hui, si on respecte l'esprit de la loi, on se pose la question de la finalité, de se dire, ben, quelle donnée est nécessaire, pour quelle finalité, qui a besoin d'y accéder. Et du coup, ça converge vers ce besoin de maîtrise et qui fait le lien aussi avec la cyber, parce que forcément, quand je sais quoi et qui doit avoir accès à quoi, bah, c'est plus facile de faire des listes de contrôle d'accès, de justification et la partie dissémination de l'information. Ce que ne couvre pas le Cyber Attack, c'est la complexité croissante et assez inquiétante de toutes les interconnexions avec des fournisseurs as a service, fournisseurs de services en ligne, qui pour le coup ne sont pas couverts par le Cyber Resilience Act, mais cette intrication, interconnexion de plus en plus croissante avec des ouvertures d'API, avec des interrogations maintenant pour faire une traduction d'une langue dans une autre. On n'a plus besoin de télécharger du code et de le faire tourner chez soi. On interroge un moteur d'API. Et ces sujets d'interconnexion croissante créent aussi du risque sur nos systèmes d'information, même si ce sont des produits. Et là, on va avoir aussi un sujet à venir, à mon avis, en matière d'exposition des API, des web services, des interfaces et de maîtrise de ces interfaces. Bon, c'est un autre sujet, mais peut-être qu'un jour, il sera couvert aussi. C'est un autre sujet, mais qui, dans un produit électronique, peut être enfin, nécessaire ou optionnel. Mais je prends l'exemple de mes drones. Ben, un drone, c'est une télécommande, le drone lui-même, le micro-logiciel qui sont dans l'un et l'autre, mais aussi une application mobile, potentiellement des web services qui sont hébergés en dehors du produit, forcément qui vont offrir certaines capacités d'échange d'informations ou de traitement de données, etc. etc. Donc oui, c'est pas si simple parce que même dans le produit, on peut avoir des extensions logicielles et il y a rien dans le CRA qui dit, c'est le logiciel stocké jusqu'à tel endroit, hein, c'est le produit, quoi. D'ailleurs, quand tu stockes quand ton produit va stocker des données dans un cloud dédié, mais as a service pour tes clients, est-ce que tu vas le considérer comme faisant partie du produit, ce service, ou c'est une extension? Alors c'est plutôt vu comme une extension, d'autant qu'on a vraiment cette politique où l'utilisateur reste maître de ses données. Aucune donnée n'est envoyée par défaut. Il y a beaucoup de produits qui, quand vous les achetez, vont vous forcer à avoir une connexion internet, vont vous forcer à créer un compte et à utiliser une partie logicielle pour, stocker ou traiter certaines données. Je vois par exemple, voilà, j'ai ma montre, qui va me dire: «Tiens, hier, j'ai couru tant de temps, avec telle fréquence cardiaque», et cetera, et cetera. Si je voulais exploiter les informations captées par ma montre, l'historique et gérer l'affichage, bah, potentiellement, j'ai une montre, j'ai une connexion Bluetooth entre mon téléphone et ma montre. Mon téléphone est capable de stocker les données. Je suis capable technologiquement de tout avoir en vase clos. Mais on va quand même me forcer à créer un compte chez Garmin, à stocker une partie de mes données là-bas, etc., etc. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup enfin, dans le mindset de création des produits où on met cette brique cloud, pas de manière optionnelle, mais vraiment, c'est obligatoire, c'est mandataire. Bon, c'est pas le cas à Parrot, parce que justement, on veut pas que l'utilisateur soit forcé d'utiliser nos services, mais il a la possibilité de synchroniser des données de vol ou des choses comme ça, s'il a envie de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité du marché. Ouais, souvent, la désactivation de ces fonctions d'analytics dans du cloud va t'empêcher d'avoir accès à certaines fonctionnalités qui sont peut-être pas essentielles pour le produit, mais qui peuvent être intéressantes pour l'utilisateur. Je pense à la cyber. Aujourd'hui, on fait de plus en plus d'analytics sur des plateformes cloud provided parce que c'est plus scalable et on n'a pas à réinventer les stacks logiciels pour faire l'analyse des données. Si on le désactive, on peut, hein, mais on perd quand même une partie des fonctionnalités attendues. Donc, je pense qu'il y aura un débat là-dessus sur le périmètre de cette fameuse marque CE. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Juste prendre peut-être une petite question en ligne. C'est vrai, il y a un sujet dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la vérification et les sanctions. Qui va être chargé de vérifier l'implémentation du CRA auprès des fournisseurs, des fabricants concernés et de éventuellement sanctionner si besoin? Alors, dans le droit commun de New Legislative Framework, donc ce sont les autorités nationales de surveillance des marchés, donc a priori, mais ça peut être désigné autrement par les États membres s'ils le décident, mais a priori, c'est la DGCCRF avec les douanes, on disait, comme bras armés sur le terrain.
Maintenant, bien sûr, ces services de l'État peuvent se faire aider par d'autres services de l'État. D'accord. Merci beaucoup, d'avoir répondu à cette question. On arrive, je crois, à la fin, du temps qui nous est imparti ce matin. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les 3, d'avoir, participé à cette discussion. Merci à vous d'avoir été là, soit d'avoir bravé la pluie et le froid pour venir jusqu'au campus ou tous ceux qui nous ont suivis à distance. Le prochain petit déjeuner, ce sera le 14 décembre, sur un sujet, qu'on vous communiquera très vite. Voilà, donc on vous retrouve le 14 décembre au même endroit et à la même heure. Et en attendant, merci encore à tous les 3 pour la discussion d'aujourd'hui.